L'histoire commence dans un pays qui aimait par-dessus tout l'ordre, le travail et la famille heureuse. Au boulot, on trouvait papa, maman était au lino et la jeunesse au cordon. Mais où se cachaient les indigents, les vagabonds, les jeunes rebelles à toute discipline? Qu'est-il arrivé à ceux qui défiaient ouvertement l'ordre moral? Cette histoire s'est déroulée hier et elle aurait très bien pu être la vôtre. C'est assurément l'un des plus gros scandales du siècle dernier en Suisse, les internements administratifs ou mesures de coercition à des fins d'assistance. Jusqu'en 1981, des hommes, des femmes et des adolescents ont été internés et contraints au travail forcé. Simplement parce qu'ils buvaient un peu trop, qu'ils étaient turbulents ou pour ces dames étaient enceintes sans être mariées. Dans cet épisode, on plonge dans la noirceur extrême, triple chocolat magnum, d'une administration suisse qui a détruit la vie de dizaines de milliers de personnes. Des citoyens dont le dénominateur commun était tout simplement d'être pauvres. Vous êtes ici en internement administratif? Oui. Pour la première fois? Non, la deuxième fois. Mais ici, c'est la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous interne administrativement? Ben, vous voyez, je buvais des verres. Et puis, au lieu d'aller travailler, j'allais pas. Quelle est votre profession? Ouvrier de fabrique. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis au bout de 20 ans pour qu'on vous réinterne? Ou bien est-ce que... Oui, j'avais des impôts en retard. Puis, vous voyez, je les payais pas. Alors, au lieu d'aller travailler, c'est comme je vous ai dit, je faisais la noce et puis ma fille m'a interné à cause de ça. Pour que je sache un peu me remettre au travail, quoi. Bon, ce monsieur, c'est un peu le cas classique de l'internet administratif. Il vient d'une famille nombreuse et pauvre, enfant, il est placé sous tutelle en orphelinat, il sera interné une première fois, puis 20 ans plus tard, une seconde fois. Son crime? Traîner un petit peu trop au bistrot. Ça te parle, Julien? C'est sa fille en fait qu'il dénonce aux autorités du LOC. Il est donc interné sans procès évidemment afin d'être rééduqué. Ça le saoule, il est révolté et en plus d'être enfermé, il est obligé de travailler. Vous travaillez combien d'heures par jour? Je commence à 5h30 jusqu'à 6h, 6h30 le soir. Vous avez des congés? Oui, tous les 3 mois normalement, mais... Combien de temps? Moi j'ai eu un jour. Vous gagnez un peu d'argent? Oui. Combien? On a 2 francs par jour. Vous devez payer quelque chose ici? Quand on achète la fumée, et puis le café, les choses qu'on commande au magasin, vous voyez, pour nous, ça on le paye. Bon, ça ce sont des petits extraits pour mettre dans l'ambiance, mais après on va descendre au fin fond de l'enfer. Mais avant ça, on va tenter de comprendre d'où vient cette jolie cochonnerie que sont les internements administratifs en Suisse. Au 19e siècle déjà, on trouve des lois sur l'internement à des fins d'assistance. En 1869 à Fribourg ou en 1853 à Zurich, où la loi sur les pauvres prévoyait déjà la possibilité d'interner les récipiendaires de l'assistance jugés en abusés. Le cas de Zurich est intéressant pour comprendre l'idée globale de la chose. En mai 1925, les citoyens du canton votent l'adoption d'une nouvelle loi sur l'internement. Tout part d'une annonce dans un journal, une annonce qui a comme slogan « Quiconque est en bonne santé doit travailler ». Une annonce signée des citoyens travailleurs sans qu'on sache précisément qui sont ces citoyens. Les motivations de ces défenseurs de l'ordre y sont en revanche clairement exposés. L'argument majeur concerne le travail qu'ils considèrent comme un devoir citoyen. Ils prétendent qu'en Suisse, un certain nombre de personnes, je cite des clochards, des vagabonds, des ivrognes et autres fainéants se défilent devant le travail. Ces citoyens doivent par conséquent être rééduqués dans des établissements spéciaux ou forcés à fournir un travail utile. Et ils vont l'emporter, la loi sur l'internement d'adolescents, de vagabonds et de buveurs d'habitude, c'est comme ça qu'on t'appelait Julien à l'époque,
est adopté. Toi, t'es un beau gosse d'habitude. C'est pas un crime d'être beau, Julien, ok? L'internement administratif, en réalité, ça marche comme une contravention. Et quand ça vous tombe dessus, il est impossible de faire recours. La plupart du temps, ce sont de pauvres gens qui n'ont pas des moyens pour faire des démarches et qui se retrouvent pris au piège sans aucun moyen de se défendre. Et ce qui est terrible, c'est que n'importe quel petit fonctionnaire communal, un tuteur, un maire ou un préfet peut vous faire interner, et ce sur dénonciation, de votre beau-frère, du pasteur ou de René, le gérant du café de la mairie qui fricote avec votre femme. L'internement administratif a régulièrement été instrumentalisé à des fins personnelles. Et parfois pour des bonnes causes. Certaines épouses battues par exemple par leur mari ivre les dénonçaient et ces derniers étaient internés sans autre forme de procès. Mais bon, le mari une fois en centre de rééducation, l'épouse devait subvenir seule aux besoins de la famille, il sombrait dans la pauvreté et finalement la femme finissait par écrire à la commune pour que son mari soit libéré. Voilà la naissance de l'internement administratif. Administrative Versorgung en allemand. T'es devenu bilingue depuis le dernier épisode, là. Jamais, mec, ton allemand il est tout claqué. Je suis genevois, je te rappelle, on ne parle pas allemand. Ce qui est pas mal hypocrite puisque Versorgung peut se traduire par se soucier et véhicule des notions de soin, de sollicitude, de prise en charge. On va prendre soin de la personne, alors qu'en fait pas du tout. L'internement administratif vise en fait deux délits, je mets le mot entre guillemets, la fainéantise et l'alcoolisme. C'est exact. C'est exact. On n'a pas le droit en Suisse d'être fainéant. J'ajoute qu'il y a encore l'inconduite, n'est-ce pas? Mais l'inconduite habituelle et la fainéantise habituelle. Il y a donc, au fond, 3 conditions pour que l'on puisse prendre une décision en matière administrative. Il faut que ces personnes s'adonnent à l'inconduite ou à la fainéantise, qu'elle s'y adonne habituellement, et que s'adonnant habituellement à la fainéantise ou à l'inconduite, elle compromette par ce fait même la santé et la sécurité publique. Dans le cas particulier, vous défendez l'ordre public et non pas tellement les intérêts du malheureux, car en fait, il s'agit souvent de personnes. C'est exact, c'est l'ordre public qui est en cause, n'est-ce pas? Pensez pas que par ce genre de décision, le Suisse défend une certaine éthique du travail. On dit que le Suisse a la religion du travail, la religion de l'ordre et de la bonne fortune. On défend plus que l'éthique du travail. Nous sommes dans un régime de sécurité sociale qui progresse et chacun doit être soumis au même régime, chacun doit travailler pour assurer le minimum de cette sécurité sociale qu'il réclame à juste titre. Et le fait d'abandonner un individu à son propre sort, de le laisser vivre en sa qualité de fainéant, eh bien, constitue une inégalité de traitement par rapport à ceux qui doivent respecter cet ordre social qui est imposé et admis par tous les gens moyennement constitués. Bon, il y a 2 choses que j'aimerais mettre en exergue dans cet extrait. Tout d'abord, le travail comme religion, puis l'illégalité de traitement vis-à-vis des braves gens. Tout d'abord, le travail. Comme on l'a vu dans le premier épisode, allez jeter un œil sur la bourgeoisie protestante calviniste, la valeur du travail est au cœur du protestantisme. Et Zurich, eh bien, c'est très 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 protestant. Dans le protestantisme, à moins par exemple d'être lourdement handicapé, si vous ne travaillez pas, vous êtes un fainéant. Et si de ce fait, vous êtes pauvre, on ne doit pas vous aider. Il y a donc des bons et des mauvais pauvres. En réalité, c'est un peu la même chose chez les cathos. Le travail est une vertu pour les chrétiens, et la paresse est un péché. Mais bon, expliquer les mesures de coercition à des fins d'assistance par le prisme religieux serait caricatural, pour ne pas dire faux. Donc on ne va pas s'éterniser sur les valeurs chrétiennes suisses de l'époque. Mais bref, c'est une société qui cherche l'ordre, la pureté, le propre, et qui ne veut pas payer pour, entre guillemets, les parasites. Sur cette vidéo filmée dans un Ouigo, on devine un insecte. Une punaise de lit, comme nous l'a confirmé un spécialiste.
Ensuite, l'inégalité de traitement. En gros, tout le monde doit travailler et payer la même chose pour que la société se porte bien. Tout le monde doit être égaux. On voit bien que cette exigence fait fi de tout concept de reproduction sociale et de déterminisme. En gros, on croit en Dieu, mais pas vraiment en Bourdieu. Bon, Bourdieu, c'est un peu plus tard. On le voit dans les parcours des gens victimes de ces mesures administratives. Ce sont des gens issus de parents pauvres, parfois alcooliques et violents, ou des orphelins qui peuvent de surcroît avoir subi des abus et de la violence. Donc ce sont des gens qui ne commencent pas avec les mêmes chances dans la vie. Quelles sont les circonstances qui vous y ont conduit, si vous êtes d'accord de nous le dire? Oui, j'ai rien à cacher d'ailleurs à la société. C'est à l'âge de 14 ans que j'ai eu un traumatisme. Et cela, je le garde encore à présent parce que ça m'a vraiment fait très mal. Et c'est aussi des raisons qui m'ont amené en prison. Quel traumatisme? Eh bien voilà, j'étais placé à 100 ans, donc j'avais 12-13 ans. J'étais placé par le pro-infirmis. Et c'est dans une maison... on m'avait dit que c'était un collège, mais c'était plutôt une maison de rééducation, je crois. Alors, on me donnait des cours. Il y avait une personne privée, je pense que j'ai le droit de le dire, c'est une personne du clergé. Et c'est là que ce personnage, en somme, m'a traumatisé pour une affaire de mœurs. Cette société suisse, en fait, elle n'aide pas les plus fragiles. Elle les condamne arbitrairement, les punit et entretient ainsi un cercle d'injustice, de pauvreté et de violence. Placés avec les détenus de droit commun, ils sont poussés en fait vers la voie du crime et ostracisés par le reste de la société. Ils sont en quelque sorte marqués au fer rouge. Je pense qu'aujourd'hui, le monde nous met quand même à part. On doit se recréer une vie à l'extérieur, une autre vie. Et je me pose des fois la question si la société va nous accepter tels que nous sommes, ou est-ce qu'on va nous regarder de haut et dire celui-là il était en tôle? Parce que moi je prends de l'administratif, c'est ainsi. Vous soyez dans n'importe quelle prison, n'importe laquelle, en tant qu'administratif, le monde de l'extérieur ne veut pas regarder, vous êtes administratif. Ne veut pas regarder, bon, cet homme-là, il a bu un verre de trop, c'est pour ça qu'il est dedans. Non, pour eux, c'est de la prison. Ils ne veulent pas savoir ce que vous avez fait. Vous êtes un prisonnier, c'est tout. Et on vous met à part. Le ton va encore se durcir à la fin des années 60. Le rock, la libération sexuelle, les hippies, la drogue, Woodstock, tous les trucs cool, quoi. La drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. La jeunesse rêve d'émancipation et de liberté, et ça, notre bonne vieille société conservatrice et chrétienne ne va pas le supporter. Zurich, mai 1968. Ici, le vent du changement se fait clairement sentir. Ursula est alors une belle jeune fille de 16 ans. Elle est en révolte contre son père et contre l'ordre ancien qu'il représente. D'origine italienne, il ne veut surtout pas faire de vagues. Il refuse que ses filles fréquentent les garçons du voisinage. Pourtant, ce ne sont pas les tentations qui manquent. Ce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, il y avait tout à coup tous ces bandes, là, les Beatles, les Rolling Stones, et toute cette musique, toute cette génération des 68 qui commençait à se préparer. On sentait ça. Partout, ça vibrait. Alors, vous avez les anciennes générations, vous avez ces jeunes générations dont je fais partie. Moi, je voulais écouter cette musique en douce, en clandestin. Alors, je partais des fois dans la vieille ville de Zurich, et c'est de toute façon interdit. Mais je voulais uniquement être avec les autres et être in, comme on dit. Ursula a tout juste 16 ans lorsqu'elle fait la rencontre d'un homme dont elle tombe follement amoureuse. Mais il est de 7 ans son aîné et il est divorcé. Un amour impossible pour cette époque. Ensemble, ils quittent alors la Suisse, s'enfuient vers Gênes, sans laisser d'adresse. Mais à Zurich, les parents d'Ursula s'inquiètent. Ils informent les autorités. Après 7 mois, je reçois un appel de la police. Madame Biondi, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons retrouvé votre fille. Mais... Et là-dessus, je lui ai dit, ne dites pas mais. J'imagine qu'elle est enceinte.
Et là, il me répond « Je suis content de ne pas avoir à vous l'annoncer ». Cet extrait est issu d'un super temps présent, on vous met le lien en description. Donc en fait, ce sont les parents d'Ursula qui vont la faire interner, mais ils vont très vite regretter quand ils comprendront la violence que subit leur fille. La vie dans la tristement célèbre prison pour femmes d'Indelbank dans le canton de Berne, Gina Roubli, ancienne internée administrative, la raconte très bien. Il y avait des voleuses, il y avait des meurtrières aussi, des cas très très graves. Il y avait beaucoup de prostitution et puis des délits liés à la prostitution. Il y avait évidemment l'avortement, des femmes qui avortaient ou qui ont subi des avortements. Il y avait toutes sortes. Et ces personnes, vous les côtoyez là-bas ? Ah oui, on travaillait tous les jours avec elles. On avait un cours pour promener. On était toute la journée ensemble avec eux, sauf la nuit dans les cellules. Vu qu'on avait des cellules, on était isolés la nuit, chacun. Mais revenons à Ursula. Mineure et enceinte, elle va croupir dans sa cellule jusqu'à ce que le jour de l'accouchement arrive. Il est tard dans la nuit, quand elle ressent les premières contractions, elle tape contre les murs pour alerter les gardiens et elle est emmenée à l'hôpital. Son enfant naît en bonne santé. Restée seule dans la salle d'accouchement, la jeune maman goûte ce moment de répit. Mais il sera de courte durée. Je vois une feuille et je me dis, mais là, il y a mon nom. Et je me suis penchée, j'ai pris cette feuille et c'est là j'ai vu la chose. J'ai eu un choc parce que c'était marqué dessus. Ne pas montrer l'enfant à la mère, cause adoption. Et c'est là que j'ai compris pourquoi, au moment où l'enfant est né, j'ai vu juste les petites fesses, j'ai entendu crier, mais j'ai pas vu s'ils étaient un garçon ou une fille. Ils étaient déjà dehors de la salle d'accouchement. Et j'ai failli perdre connaissance, j'étais pas très bien, j'étais trop fatiguée pour hurler ou faire quoi que ce soit. Et 3 heures plus tard, vers 8 heures du matin, j'étais dans une grande salle, et c'est là, à 8 heures du matin, j'ai réalisé, oh mon Dieu, mais j'ai pas signé, et j'ai commencé à hurler. Imaginez, après 3 heures d'avoir accouché, je suis sortie de ce lit et je crois que j'ai presque tout cassé dans cette chambre. Et j'ai eu la chance parce qu'il y avait trop de femmes, donc trop de témoins. Autrement, je pense que j'aurais dû subir comme les autres femmes. On m'aurait donné une piqûre et via clinique psychiatrique. Et j'aurais plus jamais revu mon enfant. Moi, j'ai eu la chance après 3 mois. Je l'ai revu, on me l'a redonné. Mais combien de femmes ont eu le même destin que moi, mais encore aujourd'hui, elles cherchent en vain. Les enfants retirés à leur mère et confiés par exemple à des familles d'agriculteurs pour servir de force de travail à la ferme. On pourrait aborder encore plein de sujets comme les agressions sexuelles et les viols en internement, notamment par les surveillants sur lesquels l'administration fermait les yeux, ou le fait que souvent les familles étaient contraintes de payer pour le calvaire de leurs proches. Donc les internés travaillent et en plus de ça, les familles payent. Des familles pauvres. Je me permets également de vous recommander un autre très bon temps présent de Raphaël Engel qui met en lumière les internements administratifs en hôpitaux psychiatriques cette fois, et ce à travers l'histoire de Nelly Schenker et Walter Emisberger. Nelly est une fille illégitime qui traîne dans la basse ville de Fribourg et dont la mère est pauvre. La jeune Nelly sera internée sans raison en hôpital psychiatrique comme de nombreux autres ados précaires. Elle sera calmée à coups de cachets et d'injections, des camisoles chimiques forcées. Walter, lui, est un gamin simplement un peu turbulent sur qui les médecins testeront à son insu des médicaments expérimentaux. Les pharma ont bien sûr toujours procédé à des essais de médicaments avant de les lancer sur le marché. Mais il s'agit maintenant de déterminer si une population pauvre, placée sous tutelle, a été ciblée pour de tels essais. Ce sont parmi d'autres les questions auxquelles les historiens vont maintenant tenter de répondre. Bon, on va faire un pas de côté et sortir de ces histoires terribles pour comprendre un peu la philosophie derrière l'internement, et je vais invoquer pour ce faire ma carte vieux philosophe français.
Et qui de mieux que Michel Foucault, avec son ouvrage Surveiller et punir, pour décortiquer ces mécanismes. Non mais mec, on va de nouveau exploser le chrono là, c'est pas possible. Je te jure, je le fais en 1 minute top chrono. Tu lances le chrono, top. Foucault tente de comprendre comment on en est venu à créer des prisons et à interner des gens. Et il remonte loin, il remonte à l'Ancien Régime. À cette époque, on châtie le criminel sur la place publique, le roi affirme ainsi son pouvoir devant le peuple qui apprécie le spectacle, mais qui est prévenu. Le pauvre bougre, de son côté, s'il est encore en vie, a eu son compte et on n'en parle plus. Mais peu à peu, au cours du XVIIe siècle, ça devient mal vu parce qu'au final, ça ne fait que répéter l'horreur des crimes commis. On va trouver plus malin que de torturer bêtement. On va mettre au travail, autant lier l'utile à l'agréable. Là, vous commencez à avoir le lien avec les internements administratifs. Le rapport au corps, dit Foucault, va changer. On ne va plus blesser le corps, mais on va le corriger, le redresser, le rendre utile. Selon les termes de Foucault, l'économie politique des corps se modifie pour en viser l'efficacité sociale. Ça explique la création de ce qu'on pourrait appeler nos prisons modernes au XVIIIe et XIXe siècle. Mais selon Foucault, les prisons ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Toute la société doit devenir efficace et elle devient donc disciplinaire. Le pouvoir n'est plus centralisé, mais diffus en réseau et au plus proche de l'individu, réparti en micro-pouvoirs pour assujettir le citoyen et le surveiller. École, caserne, hôpital, entreprise, finalement, tout est organisé en horaire, avec des tâches et des supérieurs, bref. Le fonctionnement d'un hôpital ressemble à celui d'une prison et celui d'une prison à celui d'une entreprise. Il y a un contrôle, des tâches à exécuter et des sanctions si ce n'est pas fait. Et vous, derrière votre écran, demandez-vous si votre job, c'est pas une prison, quoi, finalement, avec un boss, etc. En fait, l'internement, la prison, c'est pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule de cette société disciplinaire, qui n'arrivent pas à suivre l'école ou ne travaillent pas. Le criminel devient donc celui qui se place en dehors de la société, le marginal, le fou, l'étranger, l'anormal, celui qui boit un coup au lieu d'aller au boulot, qui n'est pas discipliné, donc pas rentable et imprévisible. Ce que décrit Foucault ressemble bien à l'administration suisse de l'époque. Une administration qui va jusqu'à pousser la mère jugée défaillante à faire adopter son enfant ou à le placer dans une ferme et se donner ainsi la garantie qu'il devienne un être discipliné et rentable pour la société. Si il est absolument indispensable d'avoir un internement administratif, si vous me posez la question, je vous dirai: eh bien, je crois que l'internement administratif est institué davantage pour protéger les autorités que pour protéger les individus. Et protéger les autorités contre quoi? Contre les dépenses. Là, si vous permettez, est la clé de la question. Voici la conscience, quelquefois, de nos autorités, mais ça, nous n'osons pas le dire. Évidemment, c'est du Foucault un peu version short and sweet que je vous ai fait. Foucault parle aussi du fait que la prison, ça ne fonctionne pas, que c'est l'école du crime, enfin des tas de trucs de gauchistes, quoi. Si vous voulez voir un bon documentaire sur ce que dénonce Foucault, je vous conseille vivement le 13e sur Netflix qui parle du business, du système carcéral américain et de la justice qui incarcère les Noirs et utilise leur force de travail dans une forme d'esclavage 2.0. Je vous préviens que vous perdrez définitivement toute foi en l'humanité. Julien, top! Wow, ça fait pile poil 1 minute. Bravo. Par contre, t'as pas parlé du moment où il présente Qui veut gagner des millions. En 1981, pour se mettre en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme, la Confédération adopte une réglementation qui restreint considérablement le champ d'application et les conditions pour ordonner une privation de liberté à des fins d'assistance. En bref, ils mettent fin au scandale des internements administratifs. Bilan, plus de 60 000 victimes. En 2013, le Conseil fédéral présentera enfin des excuses. À vous, les anciens enfants placés de force. À vous, les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées.
Mais les excuses, ce n'est pas suffisant. Un fonds a été débloqué pour indemniser les victimes. Il fallait également analyser, décortiquer ce qui s'était passé. C'est pour cela qu'une commission indépendante d'experts a été mandatée, la CIE. Et le rapport que la CIE a livré est passionnant. On vous met le lien, le rapport en lien parce que c'est très long. Dans un des volets notamment, les experts se posent la question de notre moralité et de nos valeurs aujourd'hui. Ça parle de sujets très variés, comme la standardisation de la jeunesse liée au numérique ou à la consommation. Pour le juriste Lucas Gschwend, de nos jours, le conformisme se répand par l'influence des détenteurs du pouvoir économique. Je cite, ouvrez les guillemets, je vois ici un certain affaiblissement de l'individu autonome qui décide par lui-même de ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de conduite autonome et peu de pensée autonome. L'ordre qui se met ainsi en place relativise la liberté individuelle. Fermez les guillemets. Le rapport se demande également quelles erreurs nous faisons aujourd'hui. Comment traitons-nous les chômeurs ou les bénéficiaires de l'assistance sociale, par exemple? Selon l'historienne Loretta Seglias, je cite, ouvrez les guillemets encore une fois, le chômage peut avoir un effet stigmatisant. Aujourd'hui, si vous êtes sans emploi, vous pouvez accéder à un large éventail de prestations sociales. Toutefois, bénéficier d'un soutien exige une véritable mise à nu de la vie entière. Le soupçon d'un abus des prestations sociales est constamment présent. On l'observe dans le débat en cours pour débusquer les fraudeurs à l'aide sociale. À l'époque comme maintenant, beaucoup de personnes ont du mal à franchir le pas et à demander de l'aide. Fermez les guillemets. Et en Suisse aujourd'hui, avec la mutation de la loi carcérale, la question de l'internement des plus pauvres se pose surtout vis-à-vis des étrangers, ceux qui sont enfermés parce qu'ils sont en situation irrégulière, ceux qui enfreignent la loi sur les étrangers. Qu'on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes mécanismes? Et enfin, certes, nous vivons dans une société avec moins d'interdits et d'internements arbitraires, mais n'avons-nous pas remplacé cette société disciplinaire par une société de surveillance et de contrôle, comme le théorisait le philosophe Gilles Deleuze, qui prolongeait ainsi la réflexion lancée par Foucault. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'un autoroute que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir. Des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Oh, lui, c'était à l'époque du Minitel, mais aujourd'hui, smartphone, data, carte de crédit, caméra de surveillance, ne sommes-nous pas constamment contrôlés pour rester dans les rails de la société? Quand on y pense, notre société n'a également jamais été autant réglementée, que ce soit la couleur de la façade de votre maison, votre emplacement de camping en forêt, la paperasse à rendre pour l'assurance maladie obligatoire, ou la médaille de Pilou, le spitz nain de Julien. Tu sais qu'il a un passeport. Passeport avec sa photo et tout. Une fois, j'ai oublié mon propre passeport, mais j'avais pris le passeport de mon chien. C'est bon ça. Tout est réglementé. Ne sommes-nous pas prisonniers d'une autre forme de contrôle social qui induit d'autres normes dominantes? Bref, ça pose des questions vertigineuses et je me fatigue moi-même. Je vais en retenir simplement deux questions sur lesquelles j'aimerais vraiment avoir votre avis. La première est, comment traitons-nous aujourd'hui les plus pauvres? Sommes-nous devenus exemplaires et avons-nous bien évolué sur la question, ou avons-nous des scandales que nous mettons sous le tapis? Enfin, deuxième point, sommes-nous dans une société de contrôle qui standardise et surveille les individus, ou finalement, est-ce que c'est le prix à payer pour vivre dans une société apaisée et toujours plus nombreuse? Vous avez 2 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai trop chaud donc je vais faire court, partagez, likez, tout ce que vous faites d'habitude, n'hésitez pas à commenter, ça on vous l'a déjà dit, on met toutes les sources en description, à très bientôt. C'est catastrophique. Interdiction de diffuser ce village.